Depuis le salon Equipoto, place aux échanges, aux idées et aux décideurs de l'aftermarket. Bienvenue dans The Pro Talk, le live qui fait entendre les voix du secteur, en version podcast. Bienvenue sur les talks de The Pro, les émissions live organisées par la rédaction de The Pro, réalisées sur Equipoto 2025. Alors dans une actualité économique et politique qui percute la filière de l'auto, The Pro a envie d'échanges sans langue de bois avec des experts et des pros de l'auto. Je suis Muriel Blancheton, rédactrice en chef de The Pro après-vente auto. Et pour cette première émission baptisée les haut-parleurs de l'auto, puisque les grandes gueules étaient déjà pris, on n'a pas pu le faire, j'accueille Thierry Talbot, le président de l'autodistribution Talbot et de Saga Automobile, Jean-François Beaulieu, responsable des ventes nationales aftermarket de Nitera, et Sébastien Tano, chef de produits techniques chez Nitera, et Antoine Constant, réparateur indépendant à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Bienvenue, bonjour à tous, merci d'être là. Bonjour Muriel. Merci pour votre présence, messieurs. Petit tour de chauffe et d'horizon sur la stabilité actuelle du pays, on le voit encore jusqu'à hier, et l'impact sur le moral des entreprises avant de débattre sur la gestion des retours de garantie. Donc deux sujets. Alors on commence par le premier, faut-il encore être patron aujourd'hui, schizophrène même pour diriger une entreprise actuellement lorsque l'on voit la rapidité des gouvernements à passer dans les instances françaises. Nous avons fait un petit sondage pour sonder un petit peu le moral des entrepreneurs. 210 réparateurs ont bien voulu répondre à The Pro. Je vous livre en quelques secondes les résultats. Depuis le début de l'année, les réparateurs se sentent inquiets, 33%. L'activité est en recul, presque 26%. Le niveau de confiance dans l'avenir est moyennement confiant, 48%. Il cite en premier lieu la progression faible des ventes de pièces, la hausse continue du prix des pièces, un parc ancien qui bien sûr consomme plus de pièces en volume, mais pas en valeur. Voilà, donc je voulais vous faire rebondir dessus, messieurs. On commence par Thierry Talbot. Alors, la schizophrénie de l'entrepreneur, t'en penses quoi ? Écoutez, je ne sais pas si on est schizophrène. Dans tous les cas, il faut prendre de la distance par rapport au monde politique. Autrement, on ferme tous boutique. Le spectacle qui nous est donné aujourd'hui, notamment en France, est tellement pitoyable qu'il faut surtout s'en détacher. Oui. Et rester très près de nos affaires, très près de nos clients. C'est vrai qu'on est sur un marché automobile et la personne précédente tout à l'heure a fort bien résumé la situation. On a effectivement tout un tas de questions, mais le dogme politique est en train d'aller beaucoup trop vite et est en train de prendre de très mauvaises décisions sur notre profession. Donc nous, bien modestement, nous poussons à mort pour l'hybride, si on parle de voiture, puisqu'on considère qu'effectivement c'est l'avenir des 2 décennies à venir, probablement pas plus loin, mais pour les 2 décennies à venir, ce qui est déjà beaucoup. Ça, il n'y a pas beaucoup de marchés où on a une visibilité à une décennie ou 2. C'est vrai. Donc nous, on pousse ça complètement. Par rapport au climat actuel, je l'ai dit, il faut raison garder. Nos professionnels, et Antoine pourra évidemment en dire un mot tout à l'heure, restent aujourd'hui à la tête d'ateliers qui ont du travail, des gens qui sont sérieux, qui font partie des bons réseaux, qui ont la bonne communication, qui ont le bon niveau technique, ce qui est évidemment très important, et nos collègues équipementiers pourront le rajouter. Le parc vieillit, nous sommes aujourd'hui à plus de 12 ans, donc ça veut dire que notre profession a une vraie belle visibilité. Faut-il bien faire son travail ? Oui. Mais ça, c'est un grand classique. Faut-il bien appréhender les choses comme il faut ? Faut-il avoir les bons partenaires, à la fois en équipementier, en qualité de produit ? Je crois qu'Antoine nous en parlera tout à l'heure, ce qui est vraiment tout à fait essentiel. Le reste, le climat général, le spectacle est pitoyable, je l'ai dit, je le répète. Donc je ne sais pas quand la France et quand les Français comprendront les choses, n'écouteront plus les menteurs. Quand vous pensez sur un sujet, un peu politique, qu'on est encore en train de se poser la question si on doit travailler jusqu'à 64 ans, on est la risée sur ce sujet, je pense, au moins de toute l'Europe, je crains du monde entier. On parlera de la Chine tout à l'heure. Il y a longtemps qu'ils ont résolu cette question. Nous, on se bat, et simplement cette anecdote politique un tout petit peu. Il y a plus de 40 ans, en 81, quand M. Mitterrand est arrivé au pouvoir, le premier conseil des ministres, Michel Rocard, qui est ministre évidemment à l'époque, dit au président, mais président, on ne va pas ramener l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Vous savez que c'est impossible économiquement. Il répond, je l'ai entendu de la bouche de Michel Rocard, il répond, je le sais, mais c'est une promesse électorale. Nous sommes en 1981, vous vous rendez compte ? Et en 2025, on est encore en train de parler de ça. Rien n'a changé à ce niveau-là. Ok, merci Thierry, je savais que ton intervention allait être
un bon début pour ces haut-parleurs. Je vais demander maintenant à Nitera la même chose en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est équipementier au niveau mondial, hein, parce que là, pour le coup, vous allez nous expliquer un petit peu. Nitera, ce sont bien les bougies NGK, les sondes lambda, NTK, pardon, excusez-moi. Voilà, un peu votre sentiment sur ce qui se passe actuellement et comment on fait pour naviguer dans cette tempête. Alors moi j'apprécie déjà la franchise de Thierry sur les mots qui ont été prononcés auparavant parce que ça parle d'expérience, ça parle d'expérience, ça parle des années 80 et effectivement c'est un peu désolant de voir la situation dans laquelle on est, mais je vais éviter de m'engager sur ce terrain-là qui reste très politique. Dans un groupe comme Nitera, on essaye d'anticiper. C'est dans l'ADN de l'entreprise d'anticiper sur ce qui va se passer demain, sur l'électrification du parc. Comme le dit Thierry, on préférerait que ce soit vraiment sur de l'hybride, comme tout le monde, puisqu'on aura encore des rôles à jouer dans ce monde-là. Mais l'anticipation, c'est vraiment l'ADN de Nitera. Donc on essaye toujours d'avoir un temps d'avance. C'est pas facile. On y accorde beaucoup de temps à faire des forecasts, à faire plein de choses. Mais on essaye aussi et surtout de développer des choses qui vont nous sortir un petit peu de l'environnement automobile et qui vont étendre notre portefeuille d'activités. La diversification ? Diversification, bien entendu. Essentielle. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Merci Jean-François. Je vais demander maintenant à Antoine, qui est réparateur indépendant. Il va nous expliquer un petit peu comment il fait lui dans son atelier à Rueil-Malmaison. Très bel atelier d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de visiter. Merci. Je t'en prie, pour naviguer. Déjà, comme disait Thierry, l'âge de la retraite à 65 ans, on le voit que c'est pas possible parce qu'il y a énormément de gens qui sont réembauchés après leur départ en retraite et qui durent jusqu'à 70 ans et qui sont ceux qui ont le programme en main, qui connaissent leur domaine et qu'on est ravis de réaccueillir. Moi, j'ai commencé mon entreprise avec un jeune retraité qui nous a prêté main forte pendant 5 ans. Une transmission. Enfin, une aide, un support, un accompagnement. C'était un jeune retraité d'un autre domaine qui est venu. D'accord. Voilà. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec Thierry par rapport à ce qui est l'ambiance politique. C'est pas très citoyen ce que je vais dire, mais on s'occupe plus de tout ça parce que c'est sans arrêt des gens qui sont déconnectés du système, c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité, qui viennent parler, qui viennent prendre la parole sur des sujets qu'ils connaissent pas. Je ne vais pas revenir sur l'hybride, la voiture électrique, ainsi de suite, mais nous on voit que c'est des faux sujets, c'est des sujets qui n'ont pas lieu d'être. On a très très peu de demandes en électrique. J'avais la Chambre des métiers qui était là il n'y a pas longtemps pour la charte qualité-confiance qui nous a dit que la filière électrique était à l'arrêt, carrément à l'arrêt, elle a employé ce mot-là. Donc c'est pas des choses qui nous font peur. Et par rapport au reste, nous ça fait 15 ans qu'on est ouvert. L'ambiance, on sait qu'elle suit directement ce qu'on peut entendre pour ceux qui écoutent encore la radio, la télé. Il y a des hauts et des bas, ça veut dire qu'il y a des moments de creux, puis il y a des moments de très forte activité, donc c'est pas du tout quelque chose qui nous fait peur. En fait, c'est les métiers qui changent. Je ne sais pas si Thierry a le même retour dans ses ateliers, mais on va passer de boulot comme des révisions, des changements de pneus, la révision classique à énormément de pannes, par exemple, dans des périodes qui pourraient être dites creuses. Avec notre technicité, nous, on arrive à remplir le carnet de rendez-vous avec de la panne, avec des sujets qu'on n'aurait pas le temps de traiter, on va dire, sur des périodes comme avant grandes vacances, on va dire, par exemple. Donc, voilà. Mais tu es pourtant situé en plein cœur de Rueil-Malmaison, donc très ultra-urbain. Oui, exactement. Un pouvoir d'achat quand même assez conséquent. Ah ouais, mais alors attention, faut pas tout confondre. Non, je parlais justement, j'allais venir sur l'électrification de ton parc, de ta zone de chalandise. Ouais. Tu vois, tu dois avoir des clients électrifiés. Pour ce sujet-là, si on part sur ce sujet-là, j'ai des clients qui ont des véhicules électriques. Je vais préciser uniquement des choses principales, c'est que leurs véhicules électriques ne sont pas leurs véhicules principaux, c'est des véhicules qu'ils achètent parce que c'est aussi des jeunes retraités, oui, qui ont des bons revenus, mais en général c'est des véhicules qu'ils ont en plus et dont ils ne se servent pas en tant que véhicule principal, ça veut dire qu'ils ne comptent pas sur leur Tesla ou sur leur Q7 pour partir en vacances. C'est des voitures souvent de fonction. Et par rapport à ce qu'était le fait que ce soit quand même une belle région, on a énormément de télétravail aussi, donc il ne faut pas penser donc ça change la donne. Ouais, voilà. D'accord.
Okay. C'est pas forcément l'idéal pour le business automobile. Bon, mais il faut quand même garder cet optimisme que je sais en toi. Oui, tout à fait. Ouais. 42 ans, ce serait dommage de... Voilà. Bon, ok. Alors, nous sommes toujours sur les haut-parleurs de The Pro. Nous allons maintenant aborder le deuxième sujet. On va débattre sur le sujet des retours de garantie. Et là, on va encore faire appel à toi, Antoine, puisque... J'allais dire réparateur énervé à ce sujet, tu dis perdre de plus en plus de temps et d'argent avec la gestion des retours en garantie et tu pointes un système dégradé car tu estimes piloté par la recherche d'économie à tout va. Bon, sujet trop récurrent pour toi, mais sujet peut-être épisodique pour nos invités. On va en débattre, la vérité peut-être au milieu. Et on en parle ce matin tout de suite. Alors Antoine, tu vas nous expliquer un petit peu depuis quand tu observes ce phénomène de pièces défectueuses. Alors le phénomène de pièces défectueuses, ça a toujours existé. Ce qu'il y a, moi, le sujet il est intéressant à partir du moment où on prend la maintenance après-vente dans son ensemble. Ça veut dire pas se limiter à de la plaquette de frein, du pneu. Quand on entretient un véhicule pour un client, que ce soit quand il a un voyant allumé ou quand il veut faire changer ses pneus, on part de plus en plus dans des domaines techniques. Qui dit domaine technique dit pièces techniques et qui dit garage indépendant dit distributeur. Et il y a eu une espèce de charnière qui s'est très mal faite pour moi au début des années 2000 et de plus en plus dans les années 2010, c'est qu'un distributeur qui ne fournissait pas de pièces techniques, la fin était assurée. Donc ils ont commencé à fournir de la pièce technique de façon assez frileuse. Nous, tant que l'économie tournait comme dans les années 2010, le sujet pour moi n'était pas encore un sujet, mais depuis le Covid, ça a vraiment changé. Il y a eu une restructuration complète du milieu et moi je me suis trouvé donc depuis cette période-là, 2020-2021, avec des pièces qui arrivaient de chez des équipementiers entre guillemets premium qui posaient problème, qui posaient des vrais problèmes parce que c'est des pièces techniques et les problèmes engendrés, c'est pas une roue à resserrer ou un balai d'essuie-glace à changer et je me suis retrouvé avec personne derrière en appui technique ou pratiquement personne. Donc j'ai choisi à partir de ce moment-là les équipementiers avec lesquels je choisissais de travailler. J'ai choisi aussi les distributeurs avec qui je continuais de travailler. D'accord. Mais pour répondre à ta question, Muriel, c'est en gros à partir de 2020 que je me suis penché sur mais combien ça coûte ? Attends, la voiture, ça fait 2 mois qu'on parle de cette vanne EGR. Elle est rentrée il y a 2 mois, combien j'ai passé de temps ? Et puis 1 fois, 2 fois, 3 fois, je me suis dit la 4e fois, je vais regarder, je vais noter. J'ai noté à partir du moment où le véhicule revient jusqu'au moment où les avoirs me sont refacturés. Et j'ai vu que ça prenait énormément de temps. Tu estimes à combien à peu près dans l'année ? Tu peux nous faire un petit calcul Alors, des dossiers à gérer sur ce type de récurrence ? Voilà, même si ce n'est pas le principal problème, le calcul dans l'année, on va compter entre 15 et 20 garanties. Pour un atelier, on est 7 personnes, donc 15 à 20 garanties. Avec un traitement uniquement administratif d'à peu près 130 minutes, donc ça fait 2 heures administrativement parlant, en garantie. Oui. Et après, le combat entre le distributeur, l'équipementier, qui paye quoi et qu'est-ce qui reste à charge à la fin. Donc c'est des budgets qui avoisinent pour un atelier comme le mien des sommes qui sont aux alentours des 10 000 euros par an. Quelle réaction tu as face aux clients quand tu as ce genre de problème ? Tu fais quoi ? C'est ce à quoi je pensais hier quand je préparais la réunion. Nous, on n'a qu'une seule réaction à avoir. Quand il y a un problème sur un boulot qu'on vient de traiter, on reprend la voiture, point. On va pas tergiverser, on va pas commencer à inventer n'importe quoi ou à mettre en cause des choses qui ne l'étaient pas. Qui plus est, le client n'est pas mécanicien et n'a pas à s'entendre verser des discours sur l'état de sa voiture, de l'âge, de ça peut être ceci, ça peut être cela. Quand on a présenté une facture à un client et qu'on restitue une voiture, on doit être capable de donner une voiture fiable. Quand il y a un problème et qu'il revient, la première des choses à faire, c'est de faire profil bas. D'accord. Pour moi. On va demander tout de suite à Thierry Talbot, parce que Thierry, tu as quand même plus de 300 ateliers en réseau, dont 112 AD, on est d'accord ? Est-ce que tu as noté ce genre de phénomène dans tes réseaux ? Alors, d'abord, la parole d'Antoine est tout à fait respectueuse. Oui, tout à fait. Là, on a affaire à un vrai professionnel qui a les mains dans le cambouis, il sait de quoi il parle. Donc ça, c'est déjà très clair, donc moi j'écoute avec beaucoup d'attention. Je crois par contre qu'il faut peut-être remettre les choses peut-être avec un petit peu plus de modération, me semble-t-il. Dès que tu m'as appelé, Muriel, sur ce sujet, je me suis dit, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, d'une dégradation qui n'aurait pas été massive, j'aurais quand même été au courant, mais qui aurait pu se faire. J'ai immédiatement interrogé chez nous les services à pro de l'ensemble de nos magasins.
je dois vous dire, Antoine, je répète, je respecte complètement ce que vous avez dit, nous n'avons noté aucune dégradation de garantie sur les pièces. Aucune. Nous avons chez certains équipementiers des très gros chiffres. On parle de Bosch et des choses, des gens comme ça. On est à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on ne pourrait pas passer à côté de ça. C'est-à-dire que s'il y avait eu un problème, nous serions informés. Donc, j'avais presque envie de vous dire changer de distributeur, mais ça c'est facile, aller autodistribution, mais ça Mais on va c'est me peut-être taxer. ce que je devrais faire. On va me taxer de parti pris. Donc si on veut élargir, bien sûr autodistribution est au top, mais il y a d'autres groupements qui évidemment font leur job. Mais c'est vrai qu'avec C'est un de mes distributeurs. mais voilà. avec autodistribution vous ne serez pas déçus. En tous les cas, quand nous avons un problème de garantie, et nous en avons, je viens de noter que vous disiez que vous aviez environ une vingtaine de dossiers. C'est ça. J'ose presque dire, ça va vous choquer, mais que c'est pas tant que ça. Par rapport au volume considérable de pièces que vous devez consommer dans vos ateliers, je suppose que vous êtes à une dizaine d'entrées jour avec cette gamme. Oui, c'est ça, oui, à peu C'est près. l'ordre de Oui, tout à grandeur. fait. Ouais, tout à fait. 10 entrées jour, vous avez en gros, allez, on va dire 2 jours de problèmes dans l'année. Je fais raccourcir en mélangeant un peu les choux et les carottes, mais on n'est quand même pas sur quelque chose d'extrêmement important. Moi, il me semble qu'avec aujourd'hui la complexité de la mécanique, parce qu'on est sur quand même des métiers très compliqués et ça nous préserve de bien d'autres problèmes. Nous avons donc affaire à des gens comme vous, Antoine, des gens extrêmement performants, qui, j'en suis sûr, sont très formés. Vous me disiez tout à l'heure que vous formiez votre personnel, Ouais, tout et à Dieu fait. sait si vous avez raison. Nous, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, quand on a une garantie de pièces équipementiers, plus d'une fois sur deux, c'est pas la pièce qui a problème, c'est le montage. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et bien évidemment, nous, après, commercialement, on va faire l'accompagnement nécessaire, etc. Mais plus d'une fois sur deux, et j'ose presque dire que c'est presque 2 sur 3, par dossier, hein, là, je ne vous parle pas comme ça en l'air, c'est vraiment très factuel. Nous sommes sur un problème technique et compréhensible, hein, parce que autant, et on l'a dans nos autres affaires, dans notre petit groupe familial, quand on est spécialisé dans une marque, on est un peu plus à l'aise à travailler avec la marque. Des gens comme vous, qui sont l'essentiel de notre clientèle, ils doivent avoir compétences multimarques. La complexité est immense. On parle des voitures électriques, on parle des voitures hybrides, on parle des voitures thermiques classiques diesel, et il y en a encore beaucoup, et tant mieux, des voitures essence. Tout ça, ce sont des techniques différentes, et vous devez être compétent sur tout ça. Donc, C'est ça. on peut imaginer que de temps en temps, vous soyez pas très à l'aise, d'où l'intérêt des plateformes diagnostiques d'appel, où vous pouvez avoir le réconfort dans ce genre de questions. Et je vous encourage vraiment, vous, Antoine, je sais que vous le faites sûrement, mais nous le disons beaucoup à nos clients, d'avoir recours à ces plateformes qui vont permettre On va aborder après le sujet. d'éviter ce type d'erreur. Et vous êtes très exigeant sur ça, et vous avez bien raison. Et malheureusement, il faut parfois avoir plusieurs plateformes, parce que là aussi, les plateformes, vu la complexité, n'ont pas forcément toutes la compétence extrêmement large pour répondre à tous vos problèmes et toutes vos questions. Donc vous voyez que tout ça, on voit bien que c'est compliqué. Nous, on s'appuie sur nos équipementiers. On a, je pense, les meilleurs, au moins les plus sensibles sur le marché, les plus percutants. Et je dois dire que très honnêtement, à chaque fois, nous avons la bonne réponse. Et à chaque fois, nous apportons toujours, en toute transparence, la vraie réponse à nos clients. Même si c'est dur à entendre, on donne la réponse. Après, on fait notre commerce, ça c'est autre chose, parce que vous avez un client en face, et Antoine a tout à fait raison. Le client lambda, il se moque complètement d'où vient le problème. Lui, il a une voiture, elle doit fonctionner. Donc quand elle ne marche plus, il vient vers vous, et vous êtes face à lui, et vous devez donner une réponse. Mais donc, le distributeur est là pour faire l'interface entre l'équipementier, de donner son approche, et vous, le technicien, qui est en face le client. Et donc là, on a ce rôle à jouer. Mais on ne peut pas dire, Muriel, pour répondre à votre question, qu'il y a dégradation. Nous ne l'avons pas constaté. D'accord. Je vais faire rebondir Antoine immédiatement avant de faire parler nos amis équipementiers. Antoine, toi, tu n'observes pas c'est pas de défaillance de montage, en l'occurrence. C'est vraiment une pièce défectueuse. Moi, déjà, c'est le problème de fond qui m'intéresse, à savoir comment trouver un appui technique. Mais je parlais de ce que Thierry a dit, parce qu'il y a deux mondes, en fait, qui se font face et qui ne se rencontrent pas. Quand, par exemple, Thierry, tu vas demander à tes équipes, il s'est passé ça, qu'est-ce qui se passe avec ces pièces-là? Je ne vais pas citer de pièces en particulier, et que une réponse d'un service technique, c'est le service technique de la marque. Oui. Moi, le service technique de la marque, j'ai déjà eu affaire à eux, et donc, je ne mets absolument pas en cause que la moitié du temps, voire les 3/4 du temps, c'est le problème de montage, c'est
la tête des garages en France. Je suis là pour critiquer personne, mais ça, je veux bien le comprendre. Il y a des gens qui ne sont pas équipés, qui montent de la pièce technique sans équipement. Ça, moi, ce cas-là ne m'intéresse pas. À partir du moment où on fait un boulot technique, on doit être formé et équipé. Moi, le problème de fond qui m'intéresse, c'est que déjà, la première chose, c'est que très peu d'équipementiers ont des services techniques en appui. Alors, les meilleurs ont leur service technique, les fabricants ont leur service technique. La deuxième des choses, c'est que ce service technique n'est pas mis obligatoirement à disposition du réparateur. Il l'est pour le distributeur, parce que le distributeur est le payeur, le distributeur est l'intermédiaire entre l'équipementier et le réparateur. Maintenant, quand on remonte une garantie, comment ça se passe ? Le réparateur comme moi va appeler l'endroit où il a acheté sa pièce. Il tombe sur le distributeur. AD par exemple, pour moi, on cite AD, on peut citer IDLP. Je vais me trouver face à un magasinier ou un commercial qui ne connaît pas grand-chose techniquement, qui va me dire écoute, je suis désolé, mais envoie la pièce en garantie, on a un service technique, on va la traiter en interne. Ce service interne envoie la pièce à l'équipementier qui renvoie à 99,9% du temps le problème vient du montage. Elle a été traitée sur banc, tout va bien. Et là, on est avec deux problèmes sur les bras. Le premier problème, c'est le problème technique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et le deuxième problème, c'est comment on fait avec le dossier qui est ouvert. Et ces deux choses vont être réglées très facilement quand on est dans le groupe AD. Ça, je le reconnais. J'ai été client d'AD pendant pratiquement 10 ans. Et leur gros point fort, c'est la distribution et le fait d'être très proche de leur distributeur, de leur réparateur, ça c'est le cas. Par contre, moi le problème que j'avais un petit peu avec AD et justement dans les années 2010 que je disais, c'est qu'ils avaient une offre qui n'était pas assez diversifiée. C'est pour ça que je me suis rapproché d'IDLP, qui a pris plus de risques, on va dire, dans l'approche des équipementiers, mais qui forcément ramasse une part de pot cassé, on va dire, avec, parce que c'est des équipementiers peut-être qu'AD n'aurait pas validé. Et le réparateur, c'est-à-dire moi, avec des produits qui sont vendus en France, donc en Europe, on a le droit d'attendre premièrement un service technique, et du moins, même s'il n'y a pas de service technique dédié, une réponse technique en cas de problème. Et c'est ce qu'on n'a pas. Je comprends. On va faire rebondir nos amis équipementiers justement avec Sébastien. Sébastien Tano, est-ce que votre process, vous, chez Nitera, comment ça se passe quand il y a ce genre de problème qui remonte jusqu'à vous ? C'est très intéressant parce que je rebondis sur le fait qu'Antoine ait mentionné, ça demande beaucoup de temps à un garagiste de monter un dossier. Parce que nous, en fait, on a un process en interne qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires au traitement de la garantie, de faire le lien entre le produit et le véhicule et de pouvoir gagner un temps maximum derrière quand on va tester la pièce et de vérifier que tout est bon en amont. Le garagiste prend du temps à remplir ce formulaire. Ensuite, le distributeur, comme Antoine l'avait mentionné, va prendre aussi un délai pour leur envoyer, va leur envoyer chez nous, on va la vérifier. On va recevoir ça par mail, on va vérifier que tout fonctionne et on va donner un accord de retour au distributeur qui va permettre de renvoyer la pièce. Après ça, nous, quand on la reçoit, on va déjà faire un test préliminaire pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pour emmener... on a cette expertise, on a un spécialiste de nos produits, donc on sait qu'on peut emmener une grosse partie de nos garanties, on peut déjà les éclore et commencer à faire les rapports d'analyse pour donner une réponse le plus rapidement possible au réparateur. Et derrière, s'il y a un doute, une problématique ou un test qui doit être fait en conditions réelles, parce qu'on sait qu'il y a des pièces, Antoine le mentionnait, il y a de plus en plus de pièces techniques. C'est des pièces techniques qui nécessitent d'être testées en fonctionnement, donc soit sur un véhicule, mais bon, moi dans mon bureau, j'ai pas de quoi faire. Donc on renvoie ça à un centre technique, à notre centre technique qui est en Allemagne et qui permet de tester les pièces. Donc en fait, ça permet d'avoir un retour quand le garagiste a pris du temps, le distributeur a pris du temps et que l'équipementier a pris du temps, que derrière il y a une résultante. Le résultat, c'est lequel ? C'est en moins de 60 jours, parce que nous, c'est notre délai, quand on reçoit la pièce, 60 jours après, maximum, le réparateur final ou le garagiste a sa réponse. Parce qu'on sait que ça a pris du temps et qu'on doit avoir une réponse. Le but, c'est d'avoir la réponse la plus complète ou une réponse définitive. Si ça met trop de temps, on fait un geste commercial. On a perdu assez de temps sur le dossier, le but, c'est pas d'aller plus loin. Si on a une réponse acceptée ou rejetée, on donne toujours une explication. Comme ça, au moins, c'est clair. On va pas perdre du temps, on avance sur le dossier. Ok. Thierry, tu veux rebondir. Si je puis me permettre, voilà. Mais 60 jours, quand on dit Antoine, ça fait 60 jours, il n'a plus de cheveux sur la tête, mais là, il s'arrache les derniers qu'il a, il les arrache tout de suite. Parce que c'est évidemment pas possible. Mais pas possible si on n'a rien fait. Mais par contre, le temps d'analyse, je le comprends, il est tout à fait logique. Donc c'est là que le distributeur intervient. C'est là que le distributeur a tout son rôle. Il faut prendre le risque de remettre une autre pièce, tout en sachant que nous n'avons pas la réponse de l'équipementier technique. Donc mettre en garde le réparateur pour dire « t'es bien sûr que techniquement tu as fait tout ce qu'il fallait, etc. »
souvent la réponse est oui, parce que le réparateur il va Bien pas sûr. dire Il est sûr de lui. non, j'ai monté ça n'importe comment, voire même son gars, parce que c'est pas forcément, même si Antoine lui a les mains très proches des choses, il y a parfois des garages où ce sont les techniciens qui ont fait le travail. Donc c'est là qu'on rentre dans quelque chose d'assez subtil, où il faut à la fois aller vite, donner réponse au réparateur qui a lui un problème avec une voiture sur le pont et le client qui a râlé parce que la voiture est en panne, et en même temps l'équipementier qui lui dit attendez, moi je suis pas magicien, il faut que je mette cette pièce en situation, il faut regarder ce qui se passe, etc. Bon, donc là, le distributeur a tout son rôle, c'est là qu'il faut être bien accompagné et trouver le bon pour que les gens aient confiance en vous, et on sait aujourd'hui quels sont les clients qui sont top et ceux qui font ça, bon, il y en a très peu mais il y en a. Donc on fait bien ce distinguo. Et quand on a affaire, comme vous, je pense, je rêverais de vous avoir comme client, Antoine. Vous êtes trop loin pour qu'on vous livre. Moi, je rêverais d'être dans votre région aussi. Gentil. Bon, on va Chacun essayer ses d'en parler rêves. après. Donc on pourrait. Donc c'est là que je vous dis, il faut être bien accompagné pour le faire. Et je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié. Eh ben, on va passer Allez-y, la parole. Thierry. Oui, on va passer la parole à Jean-François Mitterrand. Il faut prendre en compte, moi j'entends bien ce que dit Antoine en tant que garagiste, ce que dit Thierry en tant que distributeur. 60 jours, ça peut paraître effectivement très long. Oui, une éternité. Il a bien détaillé les étapes, Sébastien, quand il a parlé du traitement de la garantie. C'est long. C'est long de faire un dossier dans les 60 jours. Il y a peut-être les 5 jours du garagiste qui a remonté, qui a attendu le passage de son commercial, qui a remonté auprès de son distributeur, du service technique du distributeur. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. 60 jours, ce qu'il faut à la fin, c'est qu'il y ait une réponse technique. Et dans un environnement aujourd'hui où on a des équipementiers qui veulent tout faire, tout vendre, et effectivement, peut-être de temps en temps, pas maîtriser leur réponse, c'est là où la résultante, elle est importante et qu'elle doit apporter quelque chose. Elle doit rendre service. Le temps qui a été passé, vous avez tous parlé de temps. Le temps, c'est de l'argent pour tout le monde, du garagiste, du distributeur, à l'équipementier. Nous non plus, on n'a pas besoin, on n'a pas envie de perdre de temps. Nous, on veut que la réponse qui soit faite, elle soit bénéfique pour le garagiste, pour le distributeur, que tout le monde y trouve son compte. Mais on a tous investi du temps et forcément de l'argent dans ce dossier. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de garantie commerciale. Parce que oui, vous devez tout savoir, les couples de serrage, il y a plein de choses à savoir. Mécaniquement parlant, votre métier, il est de plus en plus compliqué. Nous, on doit, en tant qu'équipementier, vous fournir les gammes les plus étoffées, les plus complètes. Tout ça, c'est dur. Et le distributeur, lui, il doit avoir des commerciaux qui sachent vendre le plus de pièces possibles dans tout ce qui est possible. C'est dur aussi. Chacun a ses difficultés et ça doit être un échange. Tout ce qui est important dans cette garantie commerciale, autour de ça, autour de la table, c'est la communication. Que chacun ne se rejette pas la faute, que ce soit le distributeur vers l'équipementier vers le garagiste. Non, on est tous dans le même bateau. Trouver une solution. Non, c'est évident. Pardon, Antoine. Oui, je voulais rajouter Antoine. Il m'est arrivé, et ça nous sommes très vigilants là-dessus, ça, je pense répondre à une partie de vos problèmes. Si on a sur une pièce donnée 2 fois le même dossier, sur 2 clients différents, à court terme, là pour nous, zone rouge. Tout à fait. Et j'ai déjà fait déplacer des équipementiers, d'ailleurs on les force pas, quand on leur dit dites donc, il y a un deuxième problème sur cette même typologie de pièce, cette même pièce, ils se déplacent chez toi, chez vous. Parce que qui viennent chez nous dans nos stocks, ça sert absolument à rien. Qui viennent nous dire que sont les plus beaux, les meilleurs, ils ont passé à autre chose. Et les services techniques, comme ce monsieur, se déplacent directement chez les professionnels pour voir ce qui se passe. Parce que vous pensez bien, Antoine, que quand on a affaire à des équipementiers sérieux, pour eux, c'est quand même si certes ils traitent ça pour 60 jours, ils préféraient faire autre chose que de faire ce genre d'examen, surtout si la pièce est en cause. Parce que si le constat, il est chez le réparateur, bon, à la limite, ils disent on n'y est pour rien. Mais quand, et ça arrive, je ne vous dis pas que ça n'arrive jamais, ça arrive je vous l'ai dit, 1 fois sur 3. C'est quand même beaucoup, 1 fois sur 3. Oui, tout à fait, Quand une garantie sur 3, la pièce est un problème technique, c'est trop. Ça ne devrait pas arriver. Donc ça veut dire quand ils sont face à ça, leur réaction, je les ai toujours trouvées à nos côtés extrêmement massives. On ne les a pas forcés. Ils déboulent immédiatement. Ils disent attendez, là on a un problème. Qu'est-ce qui se passe sur cette pièce-là? Ça fait 2 fois qu'on a le même problème. Donc n'imaginons pas dans la profession que les équipementiers pourraient traiter ça en disant entre tout ce qu'on vend, c'est pas grave. Dès qu'on est sur des problèmes réellement techniques identifiés, je peux vous assurer que tous les équipementiers, en tous les cas que nous avons nous dans le mur, ils ont une vraie réaction. Ça vous rassure? Ça nous rassure. Parce que nous, entre les deux, là, les 60 jours, je vous ai renvoyé la pièce.
Imaginez que je vous renvoie cette même pièce et que vous me fassiez le même... Alors le client il repart, tout le monde est content, le dossier est en cours, mais bon, on est entre gens sérieux et partenaires, même si ça va mettre un petit peu de temps, on va le régler. Imaginez que la petite dame, elle revienne 1 mois et demi après pour le même problème. Alors vous savez plus quoi répondre, parce que ça veut dire que vous remettez totalement en cause, justement, la qualité du produit. Donc ce serait très grave. Donc là, nos équipementiers ont une réaction très professionnelle là-dessus. Antoine, tu veux réagir ? Oui, alors pour dire que la durée, n'importe quel réparateur, s'il n'a pas la trésorerie pour faire face à la durée de réparation et à être extrêmement réactif par rapport à la cliente, parce que quand même le client qui paye, il n'y a rien à faire là. C'est pas la durée de 60 jours moi qui me pose problème. C'est pas non plus la qualité de chez Nitera qui est une des rares entreprises où quand on appelle, on a un numéro en 01, on a une plateforme en région parisienne, on a quelqu'un qui parle français, qui décroche son téléphone, qu'on n'est pas obligé de rappeler, et qui, même s'il ne donne pas de réponse extrêmement poussée techniquement de suite parce que ce ne serait pas sérieux, il va nous donner tout de suite une indication. Moi, c'est bien le problème que j'ai eu avec un de leurs concurrents qui faisait la sourde oreille. Ils ont vu la teneur de leur réponse technique qui était une farce, une simple farce, et qui, pour moi, ne peut pas donner lieu à un gage de sérieux de la part, pourtant, d'un équipementier mondial. Donc là, le bon exemple, si vous voulez, moi je l'ai en face de moi, le problème c'est tout ce qui reste. Et l'offre aujourd'hui d'autodistribution, moi je la connais, elle est bien moins étoffée au niveau des équipementiers. Alors c'est peut-être pour cette raison aussi que ce qu'on peut avoir sur des plateformes directement ou ce qu'on peut avoir, on va dire, entre deux chez un groupement comme IDLP. Aujourd'hui, le traitement technique, ça c'est la question. Les services techniques sont inexistants. Parce que par exemple, si on va prendre le cas des bougies et des gens pour qui j'ai pas d'action chez eux, vous avez des équipementiers pour les bougies où on ne trouve aucun service technique. Vous avez des équipementiers pour tout ce qui est clim où on ne trouve aucun service technique. Pourtant, quand je vais monter mon compresseur, il va falloir que je sache si c'est de l'huile de stockage qui est à l'intérieur, si c'est l'huile d'utilisation, si elle est dosée pour le véhicule, si le compresseur est vide. Ça, la faute technique, je ne l'ai pas. Et pour l'avoir, ça va être 48 heures. Si j'ai de la chance, ça va être des formulaires par mail, donc aucune trace. Et c'est la croix et la bannière. Et ça, nous, on n'est pas accompagnés là-dedans. Alors ça existe peut-être beaucoup moins chez AD. Ceci dit, ça existe aussi, parce que ça, c'est le cas des compresseurs de clim. Le fait de l'absence d'informations, on l'a chez les grands verts de France qui, eux, ont pris le parti de mettre une feuille A3 dans chaque boîte en disant « Attention, c'est comme ça que ça se passe ». C'est de l'argent. Et nous, ce qu'on a l'impression en tant que réparateur, c'est que cet argent-là, la pièce sort d'usine, elle est dans un carton, il y a le distributeur, on s'est tapé dans l'épaule, on bosse ensemble. Là, l'information technique, écoute, il monte le compresseur, après tout, poser une question, il y a de l'huile, c'est de l'huile de stockage, c'est pas ça, je sais pas qui peut répondre. Et moi, j'ai déjà mis à mal plus d'un équipementier en posant des questions techniques auxquelles ils avaient eux-mêmes aucune réponse. Parce que c'était des importateurs France, parce qu'ils avaient aucun bureau où quelqu'un pouvait les renseigner dans leur langue, et là commence le problème. Alors je pense que Autodistribution, eux, par rapport à leur gamme, elle est moins étoffée et il y a moins ce genre de problème. Ceci dit, moi je vous parle quand même, moi je travaille avec IDLP qui a un service spécifique pour les questions techniques, avec quelqu'un qui répond au téléphone et qui est exactement dans le même désarroi que ce qu'est le mien dans ces moments-là, et on est sans réponse. Ça, c'est le premier souci. Aujourd'hui, un garage doit faire du technique, un garage doit être compétent techniquement, et sa réponse, il doit l'avoir dans la journée. Et c'est des réponses, une fois de plus, qui sont complètement légitimes, parce que dans n'importe quel CFA de mécanique, dans n'importe quelle école, c'est ce qu'on apprend. Et on s'aperçoit que quelques années après, sur le terrain, les mêmes fabricants qui sont les équipementiers empêchent ceux qui montent ces produits-là d'avoir des données qui sont primordiales. Donc le problème, c'est pas le fait de traiter 20 garanties, c'est pas le fait de ce que ça représente, mais je préfère avoir 10 000 € dans ma poche que ce soit parti en fumée entre chez IDLP et les équipementiers et ainsi de suite. Les 10 000 €, je veux savoir où ils passent. Les clients sont de plus en plus regardants depuis le Covid, les garagistes c'est pareil, et les distributeurs, vous aussi vous êtes de plus en plus au millimètre, donc tant mieux. Si les taux se resserrent, il faut qu'ils se resserrent pour tout le monde. Et moi, ce problème des garanties, aujourd'hui,
il vient sur la transmission de données techniques et sur l'implication, non pas du distributeur, qui y est pour rien, parce que si demain je vais demander des histoires de quantité d'huile dans un compresseur de clim à Thierry, il va me dire écoute, moi je sais manager des entreprises, mais ton histoire de compresseur de clim, je vais prendre mon téléphone, je vais aller chercher. Bien sûr. Ouais, mais où est-ce qu'il va aller chercher la data? Ça, on doit l'avoir immédiatement. Et c'est ce qu'on n'a pas. Donc, premier problème, on perd du temps. On peut être tenté, moi c'est pas mon cas, de monter ça n'importe comment. Et en cas de garantie, on s'aperçoit que, ah bah oui, mais souvent il manquait des données qu'on n'avait pas. Il manquait des coupes de serrage, il manquait des rectifications. Voilà. Bon, ok, on va... Ah non, je pense que Thierry a encore quelque chose à rajouter peut-être. C'est vrai que si vous m'appelez Antoine pour demander combien il faut mettre d'huile dans le compresseur, moi je suis pas capable de répondre. Par contre, chez nous, on a des gens capables de répondre. Ouais. Ça, et nous y tenons. Donc on ne se contente pas de faire ça sans avoir cette réponse. Donc je voulais vous le dire. Alors moi je suis pas là pour vous parler d'ILP, je suis ni là pour défendre. Nous on est plutôt aux couleurs autodistribution. Non mais tout clair. à fait, ouais. Mais je l'ai dit en aparté, il y a d'autres groupements qui tiennent parfaitement la marée, qui sont des gens extrêmement sérieux. Et je pense que ceux dont on veut parler en font partie. Même si autodistribution est meilleure, tout le monde l'a bien compris autour de cette table. Mais je crois aussi, Antoine, si je puis me permettre, moi aussi je suis demandeur de vérité. Moi aussi, je suis demandeur d'un diagnostic fiable à ultra fiable. Vous devez peut-être admettre, Antoine, que parfois, la réponse est un peu compliquée à obtenir. Et ça, c'est désagréable, parce que vous, à la limite, ce n'est pas votre problème. Mais on peut comprendre aussi qu'un équipementier, sur quelque chose d'extrêmement fin, peut prendre un peu de temps pour bien regarder ce qui se passe. Parce que la normalité pour un équipementier, c'est de fabriquer des pièces fiables. On est d'accord ? Oui. Ils n'ont aucun intérêt ni à importer, et on en parlera peut-être un mot tout à l'heure avec la Chine, peut-être, rapidement, ils n'ont aucun intérêt à vendre des pièces non fiables. Ça va de toute façon revenir chez eux à un moment donné et le dossier sera ingérable parce que nous, si vous n'êtes pas contents, nous ne sommes pas contents et à un moment donné on dira à l'équipementier désolé, on ne peut plus travailler avec vous. Quand on envoie des pièces, ça revient et on a ce cas-là, notamment dans les pièces dont vous parlez tout à l'heure pour les compresseurs de clim. Je me souviens très bien de ce dossier d'il y a 2 ou 3 ans. On a changé de fournisseur parce qu'à un moment donné le gars nous chantait la messe à chaque fois. On a dit bon écoutez maintenant c'est bon. Nous, on ne peut pas se permettre d'envoyer chez nos réparateurs des pièces non fiables, pas précises, avec des manques techniques. Donc nous, dès que vous nous dites ça, et je pense que tous les distributeurs sont animés par la même chose, on va immédiatement traiter le problème. Bah, pas tous de la même manière. Bah, ceux-là, excusez-moi, on ne parlera pas de nom pour que ce soit clair, mais ceux-là, ils doivent se remettre en question. Parce que nous, notre job, c'est de mettre à disposition le plus rapidement possible, 3-4 fois par jour dans les livraisons, les meilleurs produits du marché au meilleur prix. C'est ça la mission du distributeur. Si ce distributeur ne fait pas ce travail-là, pardonnez-moi, mais c'est son devenir qui est en question. Parce qu'à un moment donné, pardonnez-moi Antoine de vous couper, vous aurez recours à des plateformes qui, elles, vont vous faire du olé, n'est-ce pas ? L'empreinte carbone avec des livraisons de carton dans tous les sens, je ne vous raconte pas où ça va. Nous, un distributeur, on a des vrais stocks. On est capable de vous répondre immédiatement à la demande. Quand on ne l'a pas, on a des plateformes de resourcing qui nous livrent toutes les nuits. C'est ça notre job. Et tous ceux qui ne font pas ce travail-là mettent en péril la profession. Pardonnez-moi. Alors, Thierry, juste, je voulais vous donner un exemple. Il y a quelque chose qui est intéressant. Vous dites que les équipementiers, leur but, c'est de fabriquer de la pièce sans avoir de problème. Mais on est bien d'accord. Et d'importer. Importer, c'est ça qui est très intéressant. Importer de la pièce sans avoir de problème. Mais on est bien d'accord qu'ils vont tirer les coûts par rapport à de la pièce d'origine à certains endroits. Là, pour vous prendre un exemple concret, j'ai une BMW en atelier, j'ai appelé ma hotline, que je salue au passage, on a dit qu'on ne citait pas de marque, c'est des gens indépendants qui sont en France et qui font très bien leur boulot. La première des questions, qu'est-ce que vous avez monté comme débitmètre et comme van EGR ? Qu'est-ce qui est monté sur le véhicule ? Ah, mais si nous, c'est pas de l'origine, on ne va pas pouvoir commencer sur un diag comme ça. Voilà. Et le cas, alors pour la question, c'est 2 équipementiers différents. Attention, rien ne dit qu'ils sont en cause sur ce cas-là. On a Pierburg d'un côté, on a Bosch de l'autre. Pour la plateforme technique, on ne continue pas le diag tant que la pièce BMW n'est pas montée sur le véhicule. Parce que c'est des questions de, comme vous dites, de problèmes extrêmement précis. Et moi, je vois mal comment cette précision de problème peut être remontée jusqu'aux oreilles du fabricant en Chine en partant de France, de Rueil-Malmaison, et que je vois mal aussi comment on pourrait en avoir quelque chose à faire dans la mesure où, comme vous le disiez au tout début de cette émission, et c'est à chaque fois ce qu'on entend,
écoutez, sur le volume, on n'a pas de problème. C'est vrai que sur le volume, il n'y a jamais de problème. Moi-même, le volume de 10 000 € à l'année, c'est pas un problème en soi. C'est un problème de fond. C'est un problème qui fait qu'aujourd'hui, là, vous parliez d'empreinte carbone, il y a, on va dire, dans les équipementiers disponibles en région parisienne, on a 30% d'à peu près. Et les grands en font partie. Alors, il y en a qui vont faire des super beaux balais d'essuie-glace, des super belles plaquettes de frein, des super beaux disques de frein, mais quand ils arrivent dans les débitmètres ou dans les bougies, c'est plus leur domaine. Et il y a un ménage à faire. Alors, on peut progresser. Si c'est des gens qui ont vraiment leurs usines, ils peuvent progresser. Mais il y a un ménage à faire à ce niveau-là, chez les distributeurs, en disant ça, moi je te le distribue parce que tu as un service technique derrière, je ne suis pas la personne adaptée pour te transmettre des infos techniques, mais voilà le contact en cas de problème, et même avant qu'il y ait de problème, en cas de question. Et voilà pourquoi je ne veux pas te vendre ce que tu trouves sur Internet ou ce que tu trouves, comme vous disiez tout à l'heure, sur les plateformes qui vendent tout et n'importe quoi. Pourquoi je ne veux pas te le vendre ? Parce que derrière, voilà ce qui se passe. Ça, et au niveau de la franchise, le problème, si vous voulez, c'est que quand moi j'ai un géant de l'équipement automobile qui me tient des réponses techniques qui ne tiennent pas la route et qui n'a pas la franchise de dire oui, écoute, on a effectivement... on est en questionnement sur ce dossier-là, et que j'apprends quelques mois après qu'il y a une gamme Evo qui existe. Cette gamme, elle n'est pas tombée du plafond. Cette gamme, elle n'est pas arrivée là par hasard. Cette gamme-là, chez des gens qui sont au millième de centime dans la fabrication, elle est arrivée là. La gamme Evo, ça veut dire évolution, parce qu'il y avait bien un problème. Ceci dit, ce problème a été tu du début à la fin, en prenant les réparateurs comme moi, déjà pour des imbéciles, en prenant le client final qui met la main au portefeuille et qui paye la pièce équipement au prix de la pièce fabricant, la pièce de chez Audi par exemple, et qui paye, qui dit rien, qui récupère son véhicule et qui se trouve en panne. Là, c'est ça qui me met en colère. Moi, c'est ça de la part de géant. Voilà. Je vous avais dit que Antoine était un réparateur énervé ou pas ? Non, mais moi j'aime bien. Non, J'arrête de pas être plus près parce que je m'occuperai de vous directement. Qu'on soit d'accord, ça n'a rien à voir avec un distributeur. C'est le problème avec l'équipementier. Et je remercie Thierry d'être venu débattre avec nous parce que lui, il a les deux cordes à son arc déjà. Et que je sais que c'est pas un problème de volume, c'est pas un problème qu'on voit si on regarde les chiffres en général. Par contre, quand on met les mains dans le cambouis, quand on prend son humilité, qu'on descend dans les ateliers, c'est des problèmes que vous rencontrerez chez vos 200 garagistes. Allez-y, visitez-les, vous allez voir, demandez-leur les problèmes. Je pense que voilà. Tu sais ce qui se passe dans ces ateliers. Nous avons une présence terrain qui est extrêmement forte chez nous, comme tous les distributeurs qui font bien leur travail. On va avancer on arrive à la fin bientôt de cette émission. Je voulais juste vous faire rebondir sur les hotlines. Justement, tu as évoqué le sujet et tu dis que peut-être, sûrement, les hotlines, les portails ne prennent pas assez en compte les besoins du réparateur. Tout à fait, ou alors c'est très mal fait. Il y a des choses comme chez Nitera où c'est parfait. Alors Nitera s'amuse pas à fabriquer des balais d'essuie-glace ou des filtres à pollen, pas pour l'instant, du moins j'espère que ce ne sera pas la direction que vous prendrez en quelques années. Ceci dit, il y a des équipementiers, je pense à ZF Aftermarket avec sa marque Contitech, qui ont tout ce qu'il faut. Qui ont des gens qui m'ont rappelé d'Allemagne et qui ont des interlocuteurs franco-allemands, mais où trouver le contact précis pour avoir la donnée, c'est un parcours du combattant. Donc ça, il y a, pour prendre la simplicité, tout le monde utilise Google. Quand on part de Google et qu'on arrive au bout de plusieurs dizaines de minutes à se dire « Ah tiens, c'est ce mail-là pour la France, pour l'Europe, c'est ce service-là », j'envoie le formulaire de contact. Ouais, j'attends. Okay. 48 heures après, des fois, on a des bonnes surprises. Mais on a aussi des équipementiers qui se foutent complètement d'avoir, et puis même qui s'en cachent. Moi, je pense par exemple à Fédéral Mogul, qui a racheté tout et c'est pas une marque, c'est un groupement de marques. C'est pas une marque. Qui a racheté tout et n'importe quoi, qui a son siège à Boulogne, qui a un numéro qui ne répond à personne, et on sait pourquoi. On sait le traitement, comme le disait notre interlocuteur tout à l'heure de chez Nitera, le traitement, ça a un coût. Et moi, je suis persuadé que
énormément d'équipementiers ne veulent pas mettre la main à la poche par rapport à des questions qui, comme le disait Thierry, ne représentent pas vraiment de problème si on prend par rapport au volume, par rapport au pourcentage de remontée. Nous, en tant que réparateurs, ça nous pose des vrais problèmes. Et on va faire rebondir immédiatement Sébastien de Nitera. Oui, merci. Alors déjà, merci Antoine. Oui, parce que vous étiez bien noté, jusqu'à présent, ça va, vous échappez à la vindicte. Ne demandez pas tant. On va rester là-dessus, on va rester sur les bonnes choses. Non, mais merci Antoine de ce retour. Mais c'est vrai que ce qu'on voulait mettre en avant, en fait, c'est que la hotline ne fonctionne pas que dans un sens. C'est-à-dire qu'on a toujours vu chez Nitera, c'est pas parce qu'on est un spécialiste qu'on saura tout sur tout, puisque les méthodes évoluent, les moteurs évoluent, les formations évoluent, les informations évoluent aussi également. Donc on se doit d'avoir des informations du terrain et de pouvoir redistribuer cette information au terrain. Donc nous, on a une hotline qui est ouverte à la plateforme distributeur et aux garagistes, et qui permet justement, comme Antoine le citait, d'avoir ce lien. Alors ce lien, pour moi, il est fait dans les deux sens, c'est-à-dire que je pense durant ces 9 ans chez Nitera, j'ai appris autant des remontées terrain que j'ai appris des informations et de la spécialisation que l'on a. Donc c'est surtout ça en fait qu'il faut retenir, c'est l'outline fonctionne dans les deux sens, elle doit permettre à l'équipementier de s'améliorer, de trouver des process ou des axes d'amélioration, et d'apporter au plus rapidement les informations qu'a besoin le garagiste pour sortir son véhicule dans la journée. Parce que le but, c'est rentrer les pièces à l'avance, que le véhicule rentre et sorte dans la même journée. Et avec cette hotline-là, on permet d'avoir cette réactivité au niveau du distributeur, au niveau du garage et au niveau de la plateforme. Ok, je vous propose... peut-être que Thierry a quelque chose à rajouter. Un point rapide pour Antoine. Dans la sélection de nos fournisseurs, ça fait partie, tout ce que vous avez dit, fait partie de nos critères de sélection. Croyez-le bien. Et nos équipementiers, notamment les plus gros, n'attendent pas d'avoir des problèmes pour venir voir nos clients. Nous, on fait des rencontres équipementiers avec nos clients plusieurs fois par an. Et donc, ça veut dire qu'on fait venir des clients sans savoir du tout s'ils ont eu un problème ou pas. Ouais. Et ils peuvent évidemment débattre avec l'équipementier en disant non, vous êtes bien gentil, mais la dernière fois, moi, j'ai eu un problème avec la pièce qu'on a montée, vous avez mis tant de temps pour répondre, etc. Donc, on provoque ça. On provoque ce genre de rencontre et ça vous plairait, je pense, beaucoup, parce que ça vous permet justement de discuter. Si on fait venir Nitera sur NGK, ils vont venir nous parler d'NGK et des bougies sans qu'on sache s'il y a eu problème ou pas. Et donc vous allez pouvoir discuter avec eux en amont, justement sur ces sujets qui vous intéressent. Mais Jean-François souhaite rebondir là. Je vais rebondir sur ce que dit Thierry, parce que c'est vrai que c'est un très bon exemple. L'autodistribution Talbot, pour le coup, parce que Thierry est là, donc on va le dire, il y a des centres de formation. Non, mais tout le monde n'est pas investi à ce point-là. Je connais Thierry, donc ça, je le dis aussi. Oui. Il y a effectivement, nous, on essaye d'apporter les connaissances auprès de vos forces de vente, auprès de vos services techniques, parce que c'est hyper important dans ce système de communication qu'on a. Il y a quelque chose que je veux mettre en avant, et Sébastien, il est toujours un peu... Il faut aussi prendre en considération la tolérance mécanique. Elle est très importante parce que dans une situation qu'on répète et qu'on répète encore et que jusqu'ici on n'a jamais eu de problème, et ben le jour où on la répète un tant soit peu de manière différente, on a le problème. J'ai toujours fait comme ça. Ça, c'est dur à entendre. Il l'a dit tout à l'heure Thierry, des fois les conclusions elles sont pas faciles à entendre. Donc il faut toujours avoir une communication de qualité. Il faut pas qu'on vous ghost, comme on dit aujourd'hui, quand vous envoyez des demandes de réclamation. Il faut que vous ayez une réponse, mais il faut des fois aussi accepter les réponses. Et c'est vrai que Thierry, chez l'autodistribution Talbot, ils mettent beaucoup de choses en place pour qu'il y ait une certaine connaissance technique. Et nous, on s'engage, on a la chance de ne pas être un énorme équipementier, on est un petit équipementier, on est spécialiste dans ce qu'on fait. Bah oui, mais c'est une chance quelque part parce qu'on maîtrise ce qu'on fait autour de la céramique, que ce soit dans les pièces techniques ou que ce soit dans la bougie. On a la chance de pouvoir maîtriser ce qu'on fait. C'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est les avantages. Et on a d'autres inconvénients à côté. C'est qu'on est on est peut-être moins relevant, comme on dit, ou on est moins visible parce que on fait pas tout. Mais ce qu'on fait, faites bien. On le maîtrise. Oui. Bah oui, mais je pense que c'est tout ce que demande Antoine d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Bah, c'est chacun son métier en fait. Voilà. Messieurs, je vous propose de clore maintenant ce débat et peut-être de le poursuivre par ailleurs entre vous. Je tenais à vous remercier sincèrement pour votre présence sur ce premier haut-parleur. N'hésitez pas à partager au maximum, s'il vous plaît, lorsque vous retrouverez ces podcasts à disposition dans vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt sur le plateau des Talks de The Pro. Merci beaucoup. Merci Muriel. Merci à vous. Merci.
C'était The Pro Talk, le nouveau format live de The Pro en direct du salon Equipoto, en version podcast.